Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Sylvina et Jacques ont voyagé toute leur vie, que cela soit pour le travail ou pour la curiosité de l'ailleurs. Alors quand leurs chemins se sont croisés il y a quelques années, tout a été une évidence entre eux. Elle, designer argentine, lui, entrepreneur franco-belge, ils partagent ensemble la passion du parachutisme et du parapentisme, pour l'adrénaline et les sensations fortes. L'aventure et le goût du risque sont leurs véritables mots d'ordre, mais vous le verrez très vite, ils ont la tête sur les épaules et tout doit toujours être parfaitement maîtrisé. Ils ont tous les deux une soif de découverte insatiable et sont toujours en quête de défis et de nouveaux lieux d'exploration. Leur voyage de prédilection, un itinéraire établi au gré des rencontres, du hasard et des expériences. Leur dernière idée folle, faire un tour du monde en bateau. Et oui, rien que ça. Jacques et Sylvina nous expliquent comment ils ont adapté leur vie professionnelle pour vivre pleinement ce projet. Ils ont aussi dû apprendre à conjuguer leur envie de liberté et les contraintes techniques liées à la navigation. Le couple nous détaille la préparation de leur voyage et le choix de leur itinéraire au rythme des mers et des océans. Ensemble, on échange sur leur philosophie, leur vie remplie de voyages et sur cette aventure incroyable en bateau qu'ils sont en train de vivre. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Sylvana, hello Jacques. Hello, hello, hello. Hello, bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup, on est ravis d'être là. Ça me fait super plaisir de vous avoir aujourd'hui et j'aimerais beaucoup que vous commenciez par vous présenter donc, pour les auditeurs en nous donnant votre prénom, votre âge, la ville de France ou du monde où vous êtes né et puis votre profession aussi en quelques mots. Je m'appelle Jacques, je suis franco-belge, je suis né en Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France, et j'ai 60 ans et je suis chef d'entreprise. Et moi, c'est Sylvina, je ne suis pas française. C'est pour ça que je suis très contente de m'avoir invitée dans ces podcasts de Frenchies. Et je suis née à Buenos Aires et je suis aussi belge. Et je suis designer. J'ai dessiné des bijoux pendant longtemps et avant ça, des meubles pour enfants et avant ça, d'autres designs. Bon, un autre parcours, une autre vie. Génial. Et tu as quel âge ? J'ai 56. J'aimerais beaucoup que vous me parliez, chacun votre tour, donc de l'origine de votre passion pour le voyage. Comment est-ce que ça vous est venu, cette envie d'ailleurs ? Cette envie d'ailleurs, elle est venue... Enfin, moi, j'ai passé 5 ans aux États-Unis. J'ai travaillé et étudié aux États-Unis quand j'étais plus jeune. J'ai pas mal voyagé à titre professionnel, pas un peu partout, essentiellement dans les pays développés, et avec une méconnaissance quasi totale de l'Asie et du Pacifique. Et l'envie est vraiment venue de l'idée de Sylvina de monter sur un bateau et de faire le tour du monde. Et de mon côté, j'ai toujours aimé partir et avoir ces défis, de me retrouver dans des endroits où je ne comprenais rien, où je me perdais. Et après, mon premier mari, diplomate à cause de son travail ou grâce à son travail, nous sommes partis et en Chine en premier et on a fait après ça plusieurs pays où sont nés nos enfants. Et alors, j'étais très contente avec ces défis de me retrouver tous les 3-4 ans dans un nouveau pays. Donc c'est plutôt à travers le travail tous les deux que vous avez découvert un peu tout ça. On va dire que la vie professionnelle nous a souvent conduit à partir. La vie professionnelle du mari de Sylvina conduisait à vivre dans des pays très différents tous les 3-4 ans. Donc effectivement, c'est ce qui nous a conduit à voir le monde. Et alors quel type de voyageur vous êtes ?
Nous, on est des voyageurs, grande découverte. On part, avec pas grand-chose de préparé. On aime bien partir, dès qu'on arrive quelque part, se perdre un peu. C'est comme ça qu'on tombe dans des situations et on fait des expériences plus intenses et plus intéressantes aussi. Après, on jette un coup d'œil, sur internet aussi, pour ne pas passer à côté des choses importantes évidemment et on va creuser dans ce qui nous intéresse. Je crois qu'il y a deux choses, en fait, surtout en bateau. Pour les traversées et tout ce qui concerne la voile, on est prudent et on étudie ça à fond. Quand on arrive en fait sur un territoire, on n'a pas forcément ni d'idées préconçues, ni fait une analyse à fond de ce qu'on veut voir. On se laisse un peu porter par les rencontres qu'on fait et ces rencontres nous indiquent où il faut aller en fait. Et très souvent, ça nous a fait faire des choses un petit peu originales ou différentes. Et surtout hors circuit. On est très rebelle, on n'aime pas qu'on nous dise il faut voir ça, il faut faire ça, et ça me réveille justement l'envie de faire l'opposé. Et c'est horrible parce que peut-être je rate des choses, mais ça, je n'aime pas du tout quand on me dit ah, il faut que tu ailles là-bas ou que tu vois ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait notre voyage. J'aimerais beaucoup, donc avant qu'on se lance vraiment dans cette épopée du bateau, j'aimerais bien qu'on retrace un petit peu rapidement le fil rouge donc de votre vie dans le monde jusqu'à votre rencontre finalement. Ben, si on parle de ma vie, j'ai fait des études aux États-Unis et j'ai travaillé aux États-Unis au début de ma carrière professionnelle. Ensuite, je suis rentré en France pendant une dizaine d'années. Puis j'ai bougé en Belgique pour des raisons professionnelles et j'y suis resté depuis en fait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui on habite Bruxelles maintenant depuis une bonne vingtaine d'années ou un peu plus. C'était essentiellement ma vie dans le monde et il se trouve qu'ensuite j'ai professionnellement travaillé ici ou là. J'ai pu aider un copain qui avait lancé des activités en Afrique et donc j'ai fait des pays pas tout à fait usuels qu'on ferait plus trop aujourd'hui, comme le Mali ou le Burkina Faso à titre professionnel. C'est des zones un peu dangereuses maintenant. Voilà, donc on a fait des voyages de ce type-là, mais c'était surtout titre professionnel ou pour aider des copains qui avaient des sujets professionnels. Tu étais déjà chef d'entreprise de ton entreprise pendant toute cette période-là? J'étais chef d'entreprise de différentes entreprises que j'avais pu lancer et il y a eu des moments où je n'avais plus d'activité parce que j'avais soit vendu mon entreprise ou fait autre chose et à ce moment-là j'avais un peu plus de temps pour donner aux copains et aider des copains qui pouvaient avoir besoin d'un coup de main. Et donc, Sybina, Et moi, de mon côté, bon, j'étais portée par la vie professionnelle de mon ex-mari. Et dans chaque pays où on a vécu, c'était des expériences très différentes, évidemment. On a beaucoup voyagé dans chaque pays. En Chine, on n'a pas fait seulement du tourisme. Chaque jour était une vraie expérience. On était là pendant Tiananmen. Ma fille est née à ce moment-là. Et après, on est parti au Paraguay, un pays aussi qu'on a adoré. J'ai adoré chaque pays où on a vécu. Après, on a fait une expérience aussi. On est rentré en Argentine pour un an. De là, on est parti en Belgique. C'est là où on s'est rencontré avec Jacques dans une autre vie, bien avant d'être ensemble. Et après, nous sommes partis au Maroc. On a fait aussi une longue partie au Maroc. Pendant tout ce temps-là, 5 enfants sont nés et ils sont tous ravis d'avoir vécu cette expérience. Je me permets de rajouter quelque chose qui est intéressant, c'est que on le constatera, Sylvina parle parfaitement français. Ses enfants sont tous argentins, parfois aussi belges, mais argentins d'origine, et ils parlent tous le français comme des Français en fait. Ils le doivent à ce merveilleux réseau quand même de lycées français à l'étranger, parce que dans tous les pays où ils sont allés, ils allaient dans les lycées français à l'étranger, et c'était la colonne vertébrale de leur éducation. Et c'est assez remarquable ce réseau en fait. Ah, complètement, on n'a jamais hésité. Et mon ex-mari aussi avait fait le lycée français partout. Il venait aussi d'une famille de diplomates. Alors, on ne s'est jamais posé des questions sur les sujets. Et c'est vrai que c'est un réseau idéal. Alors, même à Pékin, il y avait un lycée français à l'époque, il y a plus de 30 ans, toute petite, un lycée français à Asunción, au Paraguay. Et même pour nous, l'avantage énorme, c'était que comme nos enfants venaient d'un lycée français, à n'importe quelle période de l'année, ils allaient être acceptés. Et on avait une place toujours partout. j'ai eu la chance donc de m'entretenir l'année dernière avec Virginie, qui est institutrice en Thaïlande. Mais alors elle, par contre, je pense que c'est une école privée, mais c'est une école donc française également. Et si ça intéresse des auditeurs, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode qui est assez passionnant. Donc, j'aimerais bien, alors, du coup, que vous vous rencontrez. Donc, vous dites qu'en plus, il y a eu encore quelques années où finalement vous êtes partis quand même chacun de votre côté. Comment est-ce que vous vous retrouvez, on va dire, et comment est-ce que vous vous alignez un peu en vous disant, ouais, on aime tous les deux le voyage, on aime bouger. Comment ça se fait tout ça?
En fait, on s'est rencontrés dans une autre vie en 1998, tout début des années 2000 plutôt, et on était ensemble à partir de 2011, donc il s'est passé 11 ans où on s'est connus différemment, et en fait, on s'est retrouvés à la fin de l'année 2010, tout début 2011, et on a réalisé l'un et l'autre que malheureusement dans nos couples ça n'allait pas bien. Ça a été le début d'une nouvelle vie, et moi je venais de vendre une entreprise, donc j'étais libre de voyager, et j'ai découvert que Sylvina était une dingue. Moi, Et donc on a commencé en fait cette histoire autour d'une activité qu'on a très vite fait ensemble qui est le parapente. On a fait pas mal de parapente, on a beaucoup volé en Italie, en France, au Maroc. Et le parapente nous a fait découvrir que non seulement on aimait des situations à risque, on savait gérer des situations à risque, mais qu'aussi on aimait voyager en fait. Et à partir de là, on a pris notre baluchon et on a pas mal voyagé entre 2011 et 2014-15. On est parti pour le coup dans toute une série de pays différents, Japon, Indonésie, etc., pour voir un monde en fait qu'on n'avait pas vraiment vu avant. Et déjà à cette époque-là, vos enfants étaient tous déjà très grands? grand dans le sens que oui, on pouvait les laisser déjà. Les aînés, ils étaient déjà à l'université, les plus jeunes, oui, ils finissaient le lycée. Et alors oui, on se sentait beaucoup plus libre. Et surtout, ce qu'on a retrouvé l'un chez l'autre, c'est un enthousiasme fou. On avait les deux très envie de vivre plein de choses. Et à moi, il m'a suffi de chaque fois que je disais à Jacques, qu'est-ce que tu en penses si on partait? Il préparait déjà son sac sans savoir vraiment où on partait. Et ça continue. Et ça continue, c'est ça qui est génial. C'est l'enthousiasme c'est le fil rouge, c'est l'enthousiasme. Ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, cet enthousiasme commun, par exemple, début 2014, j'ai dit à Sylvina, est-ce que tu serais prêt à faire du parachutisme? À l'époque, moi j'avais plus de 50 ans, Sylvina arrivait pas loin. Et c'était intéressant parce que tout de suite, elle a dit oui et on est parti à 50 ans plus faire notre formation parachutiste. Depuis, on a fait quelques centaines de sauts. Et ça, trouver une femme, il y a relativement peu de femmes qui sautent, hein. Il y a 3000 femmes sur 15 ou 20 000 parachutistes en France, donc il y en a beaucoup moins que des hommes. Trouver une femme qui a plus de 45 ans, qui démarre, c'est un état d'esprit très particulier quand même. Et donc, oui, elle est prête à sauter d'un avion, elle est prête à monter sur un bateau, faire le tour du monde, elle est prête à tout. Et moi, il suffit que j'accroche mon crochet derrière elle et ça part. Et donc, qui est un peu le moteur finalement dans toutes vos idées de voyage? Est-ce que c'est vous deux ou est-ce qu'il y en a plus un des deux qui est meneur, on va dire, et l'autre qui est toujours prêt à suivre? Non, 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 justement, c'est ça qui est génial et intéressant aussi parce que ça s'est traduit sur les bateaux, sur tout ce qu'on fait. C'est qu'il y a toujours un qui va avoir une idée, mais pas toujours le même. Et c'est comme je te disais tout à l'heure, il y a cet enthousiasme qui tout de suite prend et on part. On ne se pose pas beaucoup de questions. Ça marche très bien dans ce sens-là. Ce qui est bien, c'est que personne ne ralentit l'autre en fait. On se fait très confiance l'un à l'autre. On sait que personne n'est fou. À deux, Sylvina a 5 enfants, j'en ai 4, on en a 9. On a 6 petits-enfants ou 5 et demi. Et donc on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, c'est essentiel. Donc oui, on est prêt à prendre des risques, on est prêt à faire des choses qui ne sont pas forcément communes, mais on ne les fait pas de manière folle. Alors oui, on s'enthousiasme, on part, mais on part pas non plus la fleur au fusil sans réfléchir. Mine de rien, derrière la folie, ouais, il y a beaucoup de préparation et beaucoup de réflexion. C'est ça, exactement. On a compris à travers d'abord notre première activité ensemble, que c'était le parapente, après on a fait d'autres activités. On a compris à travers tout ça, c'est que quand on se prépare bien, quand on est bien encadré, on peut faire des choses plus poussées. Et ce n'était pas l'idée d'acheter une voile de parapente et se lancer de la première montagne. Non, on s'est bien formé avec les meilleurs et on a fait énormément de stages. Et avec la voile, c'était pareil. Le parachutisme, pareil. Et après, oui, on se lance. À un moment, il faut couper le cordon et se lancer et avoir cette envie d'y aller de notre côté. Vous vous retrouvez, vous commencez à voyager un peu à droite à gauche, vous faites du parapente et à quel moment vient cette idée de partir en bateau?
En fait, comme disait Sylvina, donc la fille de Sylvina et son gendre, son gendre est un athlète Red Bull, c'est un pilote de parapente de niveau mondial, et lui fait des choses extraordinaires un peu partout, donc on le regarde, c'est un vrai aventurier, donc une sorte de rôle modèle pour nous. Et ils sont partis en bateau en 2017, et surtout qu'ils ont fait aussi du parapente. C'est vrai qu'en 2017, lorsqu'ils ont préparé leur bateau, on les a aidés et on les regardait avec beaucoup d'envie, on les a vus partir du port de Bruxelles avec beaucoup d'envie, et à partir de 2018, ça nous a chatouillés. On faisait, nous, de temps en temps, un petit peu de voile avec des copains, mais ça n'allait pas plus loin que ça et on n'avait aucune connaissance de la voile. Et donc, en 2018, on s'est dit, on ne pensait pas du tout encore au voyage véritablement, on ne savait même pas si on en était capable et moi, je ne savais même pas si j'en avais envie. Et puis, en 2018, on est parti faire 15 jours à l'école des Glénans. Et les Glénans, ça a été vraiment très bien. C'est une remarquable école avec des gens extrêmement sympas. Et on a appris en 15 jours beaucoup. Et à partir de là, ça nous a chatouillé un peu plus. Et on a loué un bateau pour la première fois en février 2020 pendant une semaine. Et à la fin de cette semaine, on était tellement enthousiasmés tous les deux parce qu'on avait vécu pendant la semaine. D'abord, on était déjà très enthousiasmés d'avoir ramené le bateau sans incident. Donc on était déjà très excités de savoir qu'on était capable de ramener un bateau au port sans l'avoir cassé en deux morceaux, Sans l'avoir coulé. sans l'avoir coulé. Et à partir de là, on s'est dit, mais on peut acheter un bateau et partir nous-mêmes. Et une semaine après, on était en confinement, on était à Bruxelles dans notre appartement et on se disait, achetons un bateau, partons. Mais en fait, le truc intéressant, si je reviens un tout petit peu en arrière, c'est que j'ai vu la transformation de Jacques. Je savais que j'aimais les bateaux, je savais que j'aimais me retrouver sur un bateau. Et lui, chaque fois, il disait, ah, mais quelle idée, acheter un bateau, mais quelle idée, quelle idée. Et je me suis dit, ah là là, ça va être compliqué. Mais en fait, au fond, il n'aimait pas parce qu'il ne comprenait pas ce qui s'est passé. J'ai vu la transformation au Glénan, quand j'ai vu ses yeux qui commençaient à pétiller quand il a compris. Il a compris comment ça marchait. Et là, c'était énorme. C'était énorme parce qu'à partir de là, c'était ça. C'était la location des bateaux. On est parti dans les îles Vierges, louer un bateau là-bas. Et là, bon, c'était l'idée du tour du monde est venue très, très vite. Alors, c'est que vous avez des métiers qui vous permettent de faire les deux, voyager et travailler? Non, pas exactement en fait. Sylvina fabriquait donc des bijoux, etc. Mais sur le bateau, ce serait vraiment compliqué de le faire en fait. Donc Sylvina a arrêté. Moi, j'avais été chef d'entreprise avant et là, j'ai plus qu'un rôle, je dirais, pas passif, mais je suis membre de conseil d'administration et des choses comme ça, mais je ne suis plus gérant actif d'une société. Ce serait totalement impossible de gérer une société à distance quand on est en bateau avec des décalages horaires, des problèmes de communication, etc. Donc aujourd'hui, on me demande une fois par trimestre de me réveiller à minuit pour assister à un conseil d'administration jusqu'à 5 heures du matin, ça je peux faire, mais chaque jour je pourrais pas. C'est ça, donc c'est des périodes en fait où vous partez? En fait, on essaye simplement quand on a une obligation professionnelle, quand j'ai une obligation professionnelle, d'être à un endroit où l'internet n'est pas trop mauvais. Un peu ce qu'on a fait pour ce podcast, essayer de se placer au bon endroit pour pouvoir participer à une réunion professionnelle. Et voilà, c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans, depuis qu'on est parti. Pendant le confinement, finalement, c'est peut-être là aussi, on était tellement enfermés chez nous, on pouvait rien faire. Donc j'imagine que vous avez vraiment le temps de rêver ce projet. Qu'est-ce que vous imaginiez? Qu'est-ce que vous vouliez faire? En fait, ça a été très très vite parce qu'on a été dans les îles Vierges au mois de février 2020. Pendant qu'on était là-bas, on s'est dit pourquoi pas un tour du monde avec une semaine de voile derrière nous. Et en rentrant en Europe, c'était très vite le premier confinement. Alors, je te laisse raconter la partie comment est-ce qu'on a choisi les bateaux. Mais très très vite, en mois de mai, on a signé pour l'achat d'un bateau et on est parti, on l'a reçu en septembre. Alors, ce confinement, c'est plutôt que de rêver, c'était très, très, très concret. On se préparait, on a passé des examens, on a commencé à lire partout, on contactait d'autres marins et on a commencé à suivre plein d'histoires, ce qu'il fallait faire. Mais on avait l'aide aussi, évidemment, de ma fille et son mari qui étaient de l'autre côté de l'Atlantique, mais qu'on les avait vus préparer un bateau. Alors, avec beaucoup d'intuition aussi, en mois de septembre, on a déménagé sur El Gaucho. Et nous, on avait choisi, en fait, étant donné qu'on n'était pas vraiment des marins au départ, on était tout jeunes marins quand même, et pas non plus forcément, moi je suis pas forcément extrêmement habile de mes mains. Quand on est sur un bateau, il y a toujours quelque chose qui va pas, donc il faut être capable de réparer. C'était pas forcément ma force, donc on a décidé d'acheter un bateau neuf, en se disant qu'il y aurait a priori moins de problèmes sur un bateau neuf que sur un bateau d'occasion. Qu'on avait aussi le soutien d'un concessionnaire si on le choisissait bien, et donc on a acheté ce Nautitech 40 neuf à un concessionnaire remarquable qui depuis 2 ans nous supervise comme un ange gardien. Il est vraiment d'une efficacité formidable et donc chaque fois qu'on a un souci, il est
est là. Et c'est vrai que pour nous, ça nous a permis de partir à la fois serein, partir assez vite, parce que quand on choisit le bateau, il faut comprendre, on est en mars 2020, avril 2020, le monde s'effondre, personne ne sait où on va, tout est arrêté, les bourses du monde entier se sont effondrées. En fait, tout le monde nous disait, mais vous êtes complètement malade d'envisager de partir, tout est fermé, les frontières sont fermées, qu'est-ce que vous allez faire? Et en fait, rien ne nous arrêtait, on a décidé qu'on y allait, et effectivement, on était probablement un des seuls acheteurs de bateaux en Europe pendant le deuxième trimestre 2020. Personne n'achetait un bateau. La plupart des gens renonçaient à leurs commandes. Enfin, c'est un esprit particulier. Nous, ça nous fait pas vraiment peur, mais ça, je pense que ça vient aussi de notre état d'esprit. C'est que quand on fait du parachutisme ou du parapente, tout peut arriver. Et donc, on est préparé psychologiquement à affronter des situations compliquées. Et même si les bateaux étaient neufs, évidemment, on a eu des histoires parce qu'un bateau, c'est ça aussi, hein. Il fallait apprendre, mais on le savait que ça faisait partie du défi de résoudre les problèmes, d'avoir l'esprit préparé à tout apprendre. Et alors, donc, qu'est-ce que vous envisagiez donc, pour le tour du monde? Est-ce que vous aviez prévu une sorte de circuit? Non, comme on te disait tout à l'heure, on n'aime pas trop organiser très à l'avance, mais la nature t'oblige à suivre des saisons et nous, on voyage avec les alizés. Les vents qui vont de l'est vers l'ouest, ce serait bizarre d'aller contre ça. Alors, on respecte les saisons et en fonction de ce que la nature nous permet de faire, nous, on s'organise et on accepte aussi qu'on ne peut pas tout faire. Et on a un bateau, on a un catamaran, et les catamarans, c'est des bateaux qui sont bien faits pour le programme qu'on a, c'est-à-dire le tour du monde par les alizés, donc le tour du monde entre les tropiques en fait, un bateau qui est adapté à ça parce que l'essentiel du vent vient de l'arrière du bateau, on est au portant essentiellement, donc on choisit notre bateau en fonction du programme que nous avions en fait. Et ce programme effectivement est lié, comme disait Sylvina, aux saisons, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on traverse l'Atlantique et des moments où il vaut mieux pas le traverser parce que les vents sont installés à certains moments et pas à d'autres, et c'est pareil pour tous les océans en fait au niveau des tropiques, donc notre voyage est un peu rythmé, donc on va pas aller se promener avec ce bateau en Islande ou dans les canaux de Patagonie, on va se promener sur un territoire qui est entre les tropiques en fait, essentiellement, avec parfois une petite sortie en dehors, mais c'est pour aller par exemple si on remonte à New York ou si on descend en Nouvelle-Zélande, ce qu'on fera bientôt. Mais globalement, on est quand même restreint géographiquement à être entre les tropiques. Et est-ce que vous peut-être nous dire là déjà ce que vous avez fait? Faut juste nous donner une idée un peu de votre parcours déjà et où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, on a quitté donc La Rochelle en octobre, début octobre, ça fait exactement 2 ans maintenant, octobre 2020. De là, on est parti, on a traversé le golfe de Gascogne. De là, on est descendu jusqu'au sud du Portugal. De là, on est parti vers les Canaries. On a fait les îles de Canaries, que c'était une belle découverte, on ne s'imaginait pas. De là, on a traversé vers la Martinique. Et les pays fermés derrière nous parce que c'était Covid. De la Martinique. La Martinique, en fait, on a quitté la Martinique, on est descendu vers les Saint-Vincent-les-Grenadines, et puis on est remonté Martinique, Guadeloupe, Antigua, Barbuda, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, donc en fait tout l'arc antillais en fait, et ensuite on est parti vers la République dominicaine. République dominicaine où on a passé 5 semaines formidables, où là effectivement on a fait du parapente, ce qui nous démangeait. Quand on était au Portugal, on avait fait du parachutisme. On essaye toujours de faire un petit peu nos activités annexes dès qu'on peut. Et puis en République dominicaine, ensuite on a traversé la mer des Caraïbes vers le sud. On est parti vers les îles assez peu connues des Français, qui sont, on appelle les ABC, Aruba, Bonaire. Bonaire, Curaçao. Et on est parti là, et de là, là on a passé un temps. Bonaire, c'était formidable, c'est un parc marin extraordinaire, on peut faire de la plongée, et c'est magnifique. Et ensuite on est parti vers la Colombie, on a passé 6 semaines, là on a laissé le bateau dans une marina, et on a pris une voiture, et on a fait 2500 km à travers la Colombie, qui est probablement un des endroits qui nous a Marqué. le plus marqué, qu'on a le plus aimé en fait depuis le départ de ce voyage, qui était assez extraordinaire. Il faut dire que l'avantage qu'on a, Sylvina et moi, c'est que, évidemment, on parle français, mais on est totalement bilingue en anglais. Moi, j'ai fait des années là-bas et j'ai fait des études là-bas. Et Sylvina est argentine et parle évidemment l'espagnol, c'est sa langue maternelle. Donc c'est vrai que dans ce tour du monde, on a la chance d'être dans la langue locale, je dirais, dans une grande partie des pays qu'on traverse en fait. Soit en français, soit en anglais, soit en espagnol. Si on fait le tour du monde par les alizés, on arrive quasiment toujours à fonctionner en fait. Et à fonctionner localement, ce qui fait que ça nous permet des rencontres qu'on ne pourrait pas avoir aussi facilement si on n'avait pas cette maîtrise des langues. Et de s'amuser. Quand on parle la langue aussi, on s'amuse beaucoup. Ce n'est pas simplement pouvoir acheter 3 pommes de terre, 2 bananes, mais s'amuser aussi avec les locaux.
Par exemple, en Colombie, c'est un grand pays de parapente, on a beaucoup volé, on a rencontré des tas de pilotes locaux, enfin, c'était assez sympa. Et après la Colombie, je vais te laisser peut-être continuer le voyage. Après la Colombie, on est parti au Panama et là, on a préparé les bateaux pour passer le canal et grand moment pour nous de quitter l'Atlantique et on est parti vers les Galapagos. De là, on a traversé c'était la grande traversée de 23 jours vers les Marquises. Et Marquise, bon, on découvre la Polynésie française qui est gigantesque et magnifique. On n'imaginait pas, même en regardant les cartes, on n'imaginait pas la taille de ce territoire et ces îles entre les Marquises, les Tuamotus, les îles Société et encore plein de choses qu'on n'a pas pu voir parce que c'est trop grand et il faut du temps. Après la Polynésie française, donc on a quitté en fait à la fin du mois d'août. On est parti, on a fait une traversée de 12 jours vers les Fidji, les îles Fidji où on est actuellement en fait depuis 5 ou 6 semaines. Et là aussi, on est complètement amoureux des Fidji. C'est un endroit extraordinaire, extrêmement beau, avec une population extrêmement aimable, un peu comme en Polynésie française d'ailleurs, mais c'est une population incroyablement amicale. Quand vous marchez dans la rue, tout le monde vous dira bonjour. C'est assez extraordinaire de gentillesse, d'attention. Pour beaucoup, ils n'ont pas grand-chose, mais c'est incroyable de générosité. Et avec plein de traditions. On adore ça ici. Par exemple, pour te raconter une anecdote récente, on est dans un endroit où c'est une île où il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de route, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas d'hôtel, rien. Quelques petits villages. Et on est allé hier se présenter au chef du village. Et dans ces îles un peu éloignées, chaque fois qu'on arrive auprès du chef, on doit apporter le kava comme cadeau. Et le kava, c'est une racine. Et avec ça, il prépare une boisson. Et alors, on a été reçus par le chef. Et il y a une cérémonie, il parle en fidjien. Alors, je ne pourrais pas te dire exactement ce qu'ils disent, mais apparemment, c'est notre présentation. Ils nous présentent d'où on vient, ce qu'on veut faire chez eux. Et le chef reçoit ce cadeau, ce kava. La cérémonie s'appelle le C'est vous. Et une fois qu'il nous reçoit, il dit aux Fidjiens aussi que bon, on peut naviguer chez eux. Et surtout, pas seulement qu'il nous autorise, mais que à partir de ce moment-là, à partir du moment où on partage ce kava, on fait partie de la population. Et c'est très émouvant, c'est très fort quand même d'être accepté à ce point-là. On devient membre du village littéralement, c'est-à-dire qu'ensuite, hier, il y avait une quinzaine ou une vingtaine de personnes dans cette cérémonie et en fait, il annonce à tout le monde que voilà, maintenant, on est devenu membre du village et qu'on doit être accepté par tout le monde et tout le monde doit nous aider si on a quelque chose. Et il faut boire ce cava. Voilà, et il faut boire le cava, ça c'est un peu une expérience pour des Occidentaux. Et surtout que eux ils le prennent toute l'après-midi et nous au bout du troisième bol de cava, le bol il est passé d'une personne à l'autre sans jamais avoir été nettoyé. Hein. Chacun n'a pas son bol. Hein. Ah oui. Et donc c'est vrai que c'est un peu voilà, il faut pas, Bah non, faut pas voilà. regarder ça avec des yeux d'Européens. Il faut rentrer, respecter la tradition, respecter les coutumes locales Et eux, ils savent aussi et que tout se pour passe nous, très bien. l'égout enfin, qu'on n'a pas l'habitude de boire ça. Alors, ils savent. Ils apprécient beaucoup quand on fait le geste aussi, qu'on s'intéresse. Il faut dire un mot juste après avoir bu ce bol. Et après, bon, ils acceptent que si on ne veut plus, ils se vexent pas. Mais c'est très touchant. C'est très touchant et ça se fait dans chaque village un peu éloigné. Il faut faire cette cérémonie. Mais est-ce que d'ailleurs vous voulez pas nous partager des moments forts ou des rencontres particulières là, que vous avez faites depuis vos 2 ans en bateau? Ouf. Ah, C'est dur de choisir, hein? Ah, c'est énorme parce qu'à chaque fois, et comme tu disais Jacques tout à l'heure, même en Colombie, avec nos amis du parapente qui ouvrent tout de suite leurs portes, et c'est là qu'on apprend plein de choses. On parle de plein de choses, de leur famille, du pays, de comment ça se passe chez eux en ce moment-là, un peu d'histoire. Et aux Marquises, c'était pareil. Les gens ouvrent leurs portes. Les rencontres sont toujours très Et fortes. puis parfois avec des moments forts. En Colombie, sur un dernier atterrissage, Sylvina a fait un atterrissage un peu dur et elle se casse de côte à l'atterrissage, donc c'était pas génial. On était dans un bled, enfin, pas forcément très sûr en fait à cet endroit-là. Moi, je suis encore en vol et j'atterris à des kilomètres et des kilomètres, donc le temps que je trouve une petite moto d'un gars qui passe à côté de moi et qui me propose de me ramener en petite moto jusqu'à la ville. Donc je rentre à la ville, je vais chercher la voiture qu'on avait louée et le temps de venir, ça prenait 1 heure. Et il se trouve que Sylvina, qui s'était un peu mal réceptionnée, il y avait un jeune gars qui était là et qui est resté avec elle pendant toute l'heure parce qu'en fait, il y avait clairement des gens qui n'avaient pas des
des bonnes têtes quand même pas loin. Elle était là pour assurer sa sécurité en fait. Et donc tu rencontres des gens incroyables qui sont là pour toi. Ils pourraient très bien ne pas, eux ils vont rester là. Les gens pas trop sympas pourraient le prendre mal, mais en fait ils sont là, ils font ce qu'il faut pour toi aussi. Et ensuite il a fallu trouver, on est allé à un dispensaire à côté, et puis nos copains parapentistes colombiens sont tout de suite venus en disant non non mais viens pas ici, la radio tu verras rien sur la radio et en plus ça va prendre un temps fou pour rien, donc on va t'organiser un truc ailleurs. Et on est allé effectivement à une ville qui était à 2h30 dans un hôpital qui était très bien. Et donc tout à coup les locaux se mettent en 18 pour t'aider quoi. Et donc c'est génial, c'est des rencontres formidables. Et les Colombiens nous ont vraiment frappés. Et de ce point de vue-là, c'était incroyable d'amitié immédiate. Et ce qu'il faut dire aussi, l'expérience qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que, peut-être que ça paraît un peu naïf, mais les gens en général, partout, sont très gentils. Quand on arrive avec une bonne attitude, quand on sourit, quand on respecte, quand on ne s'impose pas, quand on n'est pas prétentieux, quand on est humble et qu'on montre qu'on a envie d'apprendre et qu'on est curieux, sans rien imposer, et les gens réagissent super bien. Et partout, on a eu des bonnes expériences. Pour l'instant, on ne s'est pas senti en insécurité. Pourtant, on a été dans des endroits très isolés, où on a laissé les bateaux dans des endroits où il n'y avait pas grand monde, des villages perdus, les gens qui ont beaucoup souffert aussi après la crise du Covid et qu'ils n'ont pas grand-chose. Mais ce sont ces gens-là qui sont venus avec des papayes, des fruits, et des pamplemousses. C'était eux qui nous offraient des choses à nous. Ce qu'on a découvert aussi, ce à quoi on n'est pas du tout familier quand on est occidental et qu'on a toujours vécu dans des pays occidentaux, c'est qu'il Ouais. y a des tas d'endroits où en fait ton argent ne les intéresse pas. Par contre, si tu as un truc à échanger sur le bateau avec eux, ils sont ravis. Parce qu'en fait, le troc dans certaines de ces îles, c'est plus important. Il n'y a même pas d'épicerie pour dépenser l'argent. Donc, si tu peux leur apporter quelque chose, un masque de plongée ou quelque chose, finalement, ça a beaucoup plus de valeur et c'est plus intéressant pour eux que de leur donner un billet de 15 dollars ou 20 dollars. Encore plus fort, on garde les graines des choses qu'on mange parce que et ces graines, on les rend au village. Pas nécessairement dans les mêmes villages où on a pris les fruits ou les légumes, mais pour d'autres villages. Et ils apprécient ça énormément, chose que nous, on a complètement oublié. On garde nos graines des poivrons ou des potirons, ou de tout ce qu'on peut garder. Et ça, c'est très très beau, je trouve. On ne cesse pas d'échanger, en fait, d'échanger, de donner, de partager, et on est vraiment surpris comme disait Sylvina, l'immense majorité des gens, ils sont formidables, en fait. On peut toujours croiser la route d'un salopard, mais globalement, les gens sont vraiment formidables. C'est vrai, Il y en c'est a. vrai. Et qu'est-ce que vous aimez, vous, de la vie en mer alors? Qu'est-ce qui vous plaît? Ce qui est assez formidable, c'est que dans les grandes traversées, tout à coup, t'as plus une terre à des jours et des jours et des jours de navigation. Même en avion, ce serait compliqué de venir te chercher entre les Marquises et les Galapagos. Ce serait vraiment même très difficile, voire impossible. Il serait obligé de dérouter un cargo. Et nous, entre les Marquises et les Galapagos, des cargos, on n'en a pas vu. On a vu des centaines de bateaux de pêche chinois qui vidaient la mer de son poisson, mais pas de cargo ni de choses qui seraient venues nous aider. Non, ce qui est formidable, c'est que tu es vraiment au milieu de la nature, quoi. Il n'y a rien, tu n'as plus d'internet, tu n'as plus rien. Des couchers de soleil ou des levées de soleil époustouflants. Tu pêches de temps en temps. Tu vis dans une sorte de communion avec la nature. Nous, on n'avait pas l'habitude. Peut-être que d'autres la connaissent mieux que nous, mais nous, on n'avait pas vraiment l'habitude. On est des urbains, on vivait en ville. Et ça, c'est assez magique. Tu retrouves le fait d'avoir du temps aussi, parce qu'une journée en mer, tu fais beaucoup de choses sur un bateau, parce que tu passes ta vie à faire des réglages ou des choses. Mais finalement, tu as quand même du temps à toi. T'es pas dérangé. Et c'est formidable. Et c'est de toute beauté. Et puis, il y a des moments où c'est un peu plus stressant, parce que la mer te rappelle que c'est elle qui commande et que c'est pas toi. Le vent se lève brutalement. Au milieu de la nuit, parfois, on a eu des grains énormes et tout à coup, il faut réduire la voilure pour faire en sorte qu'on ne soit pas mis en danger ou on casse des choses sur le bateau. Mais tu es à la fois en admiration et obligé d'avoir beaucoup de respect pour la nature qui t'entoure et c'est assez formidable. Et tu apprends tout le temps. Tu apprends plus sur ton bateau, tu apprends sur l'autre, sur toi-même, sur les éléments, sur la météo. C'est un apprentissage permanent. Et avec une solidarité entre marins qui est assez remarquable. C'est-à-dire que depuis 2 ans, on a passé notre vie, au-delà de rencontres qu'on a fait des locaux, tu ne cesses pas de rencontrer d'autres marins de toute nationalité. Et c'est un petit peu, nous on est plus on est plus des montagnards, on fait du ski, on fait de la grimpette en montagne, on fait du parapente en montagne. On est plus des gens de la montagne. En montagne, il y a cette solidarité entre les gens de la montagne. Les gens de la montagne, quand il y a quelqu'un qui n'est pas bien, ils prennent leur baluchon, ils vont le chercher en haute montagne, les vrais montagnards, les guides, etc. Et en mer, c'est un peu pareil en fait. Il y a une vraie solidarité des gens de la mer.
On peut avoir un petit bateau, on peut avoir un grand bateau, quelle que soit la taille, il n'y a pas de sujet en fait. Tu es dans la mer, tu prends des risques, tu prends les mêmes risques et on va s'entraider. Ça, c'est très beau, l'entraide des gens de la mer. Et peut-être que vous voulez nous raconter quelques péripéties que vous avez pu avoir en bateau? Oui, c'est la première question que les gens nous posent quand on va à terre. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des orages, des horribles tempêtes, des vagues de 10 mètres. Et j'espère qu'on ne les aura jamais. C'est- et on a eu des situations, bien sûr, comme disait Jaco, le vent qui se lève ou une météo qu'on ne s'attend pas et qu'il faut anticiper. Et ça s'apprend aussi. Au début, on était très sur nos écrans à regarder ce que les prévisions nous disaient, travailler beaucoup de cette manière-là, tandis que maintenant, on a appris aussi à faire notre propre analyse en fonction de ce qu'on voit sur place. On regarde plus le ciel, on regarde la mer, on regarde le relief, qu'est-ce qu'on a à côté, et si on n'a rien... on apprend à anticiper et à connaître notre bateau. On connaît les bruits qu'il fait maintenant quand il commence à être un peu forcé, quand il faut réduire nos voiles, quand il faut changer nos voiles. Et des péripéties, si, on en a eu, mais Ah, rien de méchant. on en a une peut-être qu'on peut citer dans l'Atlantique. En fait, on traversait l'Atlantique. Sur le dernier tiers, il y a pas mal de grains en fait. Sur le dernier tiers de l'Atlantique, quand tu rejoins les Caraïbes, tu passes par une zone où c'est assez fréquent de trouver des gros grains. Et il était 3 heures moins le quart le matin. On avait deux amis qui traversaient l'Atlantique avec nous. On était 4 pour la traverser. Tout à coup, ils regardent, on a un radar et le radar permet de voir éventuellement les concentrations de charge électrique dans l'air. Donc, tu es capable en fait de te faire une idée s'il va y avoir, s'il y a un grain autour de toi qui est en train de se former. Donc, ils regardent le radar à 3 heures moins le quart, absolument rien, tranquille, donc tout serein. À 3 heures du matin, Sylvina se réveille pour faire son quart de nuit. Elle lui demande tout va bien, oui, oui, pas de problème. Et puis, il réallume le radar à 3h01 simplement comme ça pour jeter un œil. Et à 3h01, en fait, l'écran radar montrait tout rouge, en fait, absolument tout rouge. C'est-à-dire qu'on était littéralement en train d'entrer dans un grain gigantesque et un quart d'heure avant, il n'existait pas le grain, en fait. On ne le voyait pas, il était nulle part. Il s'était formé très très vite en rassemblant des particules ou je sais pas quoi. Et là, il a fallu en 3 minutes, vraiment en 3 minutes, réduire considérablement la voilure. Et là, les vagues s'étaient mis à se déchaîner. Donc, on avait des vagues de 3 à 4 mètres qui bougeaient le bateau dans tous les sens. Et la pluie. Voilà, et une pluie absolument diluvienne. Et avec Sylvina, sur notre bateau, quand on prend un risque, c'est-à-dire quand on réduit la grand voile, il faut qu'on soit en pied de mât, en fait. On est au pied du mât. Et donc, on était tous les deux en pied de mât et on recevait un déluge d'eau sur la tête. On ne voyait pas à 50 cm, 1 mètre, en fait. On ne voyait rien. Et en plus, sur notre bateau, la baume est donc relevée légèrement en arrière. Et on a un lazy bag. Un lazy bag, c'est en fait une sorte de poche dans laquelle la grand voile vient se poser lorsqu'elle est affalée. Et ce lazy bag, en fait, donc là, la grand voile était bien sûr levée. Et donc, ce lazy bag fait comme une sorte de rigole. Et donc, quand tu as une pluie diluvienne qui tombe dans le lazy bag, en pied de mât, c'est un véritable torrent qui t'arrive dessus, en fait. Et donc on était là avec la pluie qui descendait de partout, le torrent qui nous arrivait dans la figure et nous qui devions faire nos manœuvres et avec le bateau qui faisait des énormes à-coups parce qu'il y avait des vagues et on passait sur les vagues. Et nos deux amis qui étaient derrière et qui géraient la barre et aussi la drisse de grand voile, oui, ça c'était chaud. On a passé 3-4 minutes, on l'a fait très vite parce qu'on connaissait bien la manœuvre et on l'a fait très vite. Mais bon, quand on s'est regardé derrière tous les 4, waouh, on s'est dit, là c'était chaud, mais on était content parce qu'on avait fait la manœuvre très vite et qu'il n'y en avait pas cassé le bateau et qu'il n'y avait pas eu de problème. Mais effectivement, le bateau, c'est beaucoup d'anticipation et si on n'anticipe pas, on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Ouais. Après, on peut se retrouver dans la situation complètement opposée où il n'y a pas du vent du tout. Et alors, à ce moment-là, on a profité à plusieurs moments, même dans les Pacifiques, pour s'arrêter au milieu de nulle part et plonger dans cette eau magnifique avec des milliers de mètres sous, sous nos pieds. Voilà, ce sont des moments assez uniques. Et là, tu comprends le grand bleu de Jean-Luc Besson. C'est vraiment... Ah non, mais c'est vrai parce que on a la couleur de l'eau, le bleu est absolument phénoménal quand tu t'arrêtes comme ça au milieu du Pacifique et qu'avec 5000 mètres sous tes pieds et que tu sais pas d'ailleurs s'il y a des gros poissons qui traînent autour. Ah, mais sûrement sont là. Mais c'est très impressionnant et la couleur de l'eau est juste fantastique.
Oui, tout est très comme si on avait un filtre. Le bleu est très intense. La nuit, j'ai jamais vu des cieux pareil. La fluorescence, à cause de tous ces planctons, des noctilucas, c'est une algue qui, dans cette fluorescence dans le Pacifique, c'est magique. C'est que des moments comme ça. Et il n'y a aucune perturbation lumineuse quand tu es en plein milieu de la mer. Tu n'as pas de perturbation lumineuse qui vient de la terre ou de la ville. Et donc, le ciel est juste spectaculaire, quoi. Vous vendez bien le truc, hein. Oui, c'est beaucoup de travail aussi. Il faut aimer le défi. Il faut savoir accepter des moments d'inconfort, mais sinon, nous, Non, on adore. c'est vraiment magique. Honnêtement, moi, j'étais à l'origine, comme on l'a dit, j'étais pas un marin et je doutais un peu de mes capacités ou de mon envie à faire ça. Et je remercie tous les jours Sylvina d'avoir eu l'idée, l'enthousiasme, l'envie Non, c'est de nous faire partir dans cette direction parce que c'est extraordinaire en fait. Un voyage à la voile, c'est formidable de se faire porter par le vent en fait. C'est magique. sans laisser des traces. Après, et la famille nous manque, et ça, c'est Justement, j'étais en train de me le noter pour vous le demander après. bien sûr. Rien n'est complètement parfait, nulle part, aucune décision. Et évidemment, oui, la famille nous manque énormément, mais on s'est dit toujours qu'on aura des choses à raconter, on aura plein de choses à partager avec eux. Et oui, Ouais, et puis on a eu la chance quand même. Alors malheureusement, le Covid a fait que les voyages étant impossibles pour une grande partie des 2 dernières années, nos enfants n'ont pas pu nous rejoindre comme ils auraient aimé. Donc ça, c'était un peu difficile. Mais là, depuis quelques mois, on voyage quand même plus facilement et on a eu la chance d'en avoir trois. D'abord, on a eu un de nos enfants, un enfant de Sylvina, qui nous a accompagnés pendant 6 mois entre Panama et la Polynésie française. Donc c'était génial d'avoir l'un d'entre nous. En plus, il partage l'enthousiasme exceptionnel de Sylvina. Donc c'était génial d'avoir quelqu'un à bord. Et puis ensuite, en Polynésie, j'ai eu la chance d'avoir certains de mes enfants qui sont venus nous rendre visite. Donc on a eu la chance de les voir passer. Et nous-mêmes, à l'occasion, quand des petits-enfants naissent, on essaye de rentrer d'être là. pour être auprès de nos enfants. Donc, C'est vrai qu'avec 9 enfants, il y a quand même Ah un oui, oui, rythme. oui. il y a un rythme d'arrivée des petits-enfants qui est assez soutenu en ce moment. Bah, c'est ça. Et puis il y a aussi les anniversaires après tout le monde, les machins. Ah oui, 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 il faut bien en tenir en compte. On a tous nos enfants ici, je suis en train de le regarder en ce moment. Et on les a en photo tous devant nous, bien présents, tout le temps. On parle donc voilà, du lien, ça peut être compliqué. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre finalement comme désagrément avec le bateau qu'on ne s'imagine pas? Les problèmes. Oui, d'abord, voilà, tu as les problèmes du bateau lui-même. Et je pense, nous, on voit des petits camarades qui ont beaucoup de difficultés en fait avec leur bateau. Il y a toujours quelque chose qui casse. Parfois, c'est des problèmes significatifs qui empêchent le bateau de fonctionner véritablement bien. Nous, je dirais que depuis 2 ans, la chance assez extraordinaire qu'on a depuis 2 ans, j'espère que ça durera le plus longtemps possible, je touche le bois de la table qui est devant moi, c'est qu'on a eu des petits incidents, mais aucun incident, en fait, ne nous interdisait de fonctionner en sécurité sur le bateau. Et donc on a toujours pu continuer à avancer. Et ça, c'est quelque chose de très bien. On a toujours été bien soutenus. Depuis qu'on est dans le Pacifique, on a un petit peu de mal à recevoir éventuellement des pièces de rechange. C'est un peu plus compliqué quand on est très loin en fait de recevoir les pièces qui sont nécessaires. Donc voilà, mais on vit avec. Je dirais aussi que de ce point de vue-là, nous on fait très attention, on est très prudent dans le maniement du bateau. Donc on ne prend pas de risque en fait. S'il faut réduire la voilure, on réduit la voilure. Notre objectif, c'est pas de faire des performances. On voit des marins qui rêvent de traverser les océans plus vite que le copain. Nous, c'est pas plus vite que le copain, c'est on veut arriver sans trop de casse parce qu'une fois que tu as de la casse et que tu es aux marquises, c'est un problème. Et là, tu peux passer 3, 4, 5, 6, 8 semaines à attendre une pièce qui doit arriver d'Europe et qui n'arrivera jamais. Donc c'est vrai que nous, on est prudent dans notre maniement du bateau. Ça n'empêche pas que de temps en temps, on le pousse un petit peu, mais globalement, on essaye d'être raisonnable parce qu'on est là sur le long cours. On est là pour plusieurs années. Et il faut Ouais, que le c'est notre bateau- maison, ce n'est mais, pas mais- une sortie de week-end. mais pour beaucoup de marins, on voit soit qu'ils ont des bateaux un peu plus anciens, soit ils ont des bateaux peut-être moins bien maintenus ou qui ont déjà passé par 2, 3, 4 marins. On voit des gens qui ont vraiment des problèmes très significatifs avec leur bateau. Donc, faut pas penser. Parfois, les gens disent, mais ça a l'air facile avec vous. On a peut-être eu de la chance, ça a paru facile avec nous. Je pense qu'il faut pas prendre à la légère une traversée océanique, il faut pas prendre à la légère une traversée en bateau. C'est quelque chose de sérieux qui se prépare bien. Il faut avoir les pièces de rechange éventuellement à bord. Nous, on a fait l'acquisition avant de partir d'un certain nombre de pièces de rechange parce qu'on sait qu'une fois que tu n'as plus de pompe à eau sur un bateau, tu pompes plus l'eau dans ton réservoir, hein. Et si tu n'as plus d'eau sur un bateau, c'est un vrai grave problème pour la survie de l'équipage. Donc il faut avoir un certain nombre
de pièces, avoir anticipé en fait des incidents qui n'arriveront peut-être jamais, mais si on a la pièce de rechange, on peut changer assez vite. Si on n'a pas la pièce de rechange, on est vraiment dans une situation compliquée. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, tu parlais de désagrément, un vrai désagrément du bateau, c'est le bateau lui-même. Ça peut vraiment tourner vinaigre. Sylvina, tu as ajouté quelque chose d'autre par rapport à Oui, ça? oui, oui, non, c'est ça. C'est le bateau. Il faut accepter que les problèmes vont venir. Même si on anticipe, même si on fait les choses bien, les problèmes arrivent. Il faut rester très flexible et ne pas se fixer des dates trop fixes. Quand on a des amis ou de la famille qui vient nous rendre visite, on leur dit vous choisissez soit la date, soit le lieu. Soit vous dites on vous retrouve le 12 juillet et on vous dira où, soit vous venez en Polynésie française et on vous dira à quelle date. On n'est pas en position de leur dire voilà on sera à Papeete tel jour. Simplement parce que si les gens nous imposent ça, nous on va s'imposer de faire des traversées dans des moments où il faudrait peut-être pas les faire. C'est le voyage qui va dicter l'endroit où les gens peuvent nous rejoindre ou le moment, mais c'est pas les gens qui vont dicter parce que voilà ils ont une semaine de vacances et c'est comme ça et ce sera ainsi. Et on voit des marins qui se laissent embarquer par les visiteurs, ça les conduit parfois à faire Des choix risqués. des choix un peu plus risqués. Est-ce que concrètement, vous avez prévu une date, enfin un moment approximatif de quand vous souhaitez rentrer, ou finalement c'est un tour du monde, mais sans vraiment de date de retour? Non, si, on aimerait bien boucler notre tour du monde et à la limite, si on a envie de repartir, on repartira. Mais si on a envie, on vise aujourd'hui 2025. Oui, on aimerait bien arriver, être là pour nos petits-enfants, faire autre chose. Pourquoi pas? Repartir avec un autre bateau sur d'autres destinations, pourquoi pas? On accepte dans le voyage qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas tout voir et qu'il faut avancer. Et il y a une date pour arriver aussi. Oui, et puis je pense que là, c'est la limite de 2025, c'est l'aîné des petits-enfants qui aura 6 ans en fait. Et on se dit, une fois que l'aîné des petits-enfants aura 6 ans, on rentre dans un âge où on a vraiment envie d'être pas loin, on a envie de passer du temps avec eux, on a envie de jouer, s'amuser avec eux. Voilà, donc je pense que cette date de 2025, c'est pas le hasard. Au départ, on pensait même 2024. C'est récemment qu'on a décidé de prendre un an supplémentaire parce que depuis qu'on est arrivé aux Fidji, on réalise que ici, les Fidji, les Vanuatu, les Salomon, c'est des îles extraordinaires. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, enfin, on est à l'autre bout du monde. On vient de faire la moitié du tour du monde. On a fait presque 17 500 nautiques et on est à un endroit où il y a peu de chances que dans notre vie, on revienne avec un bateau. Et donc, on se dit, voilà, une année de plus ici, si on ne la passe pas, on va passer à travers tout ça à toute vitesse et c'est dommage. Donc on s'est donné une année de plus pour faire de la navigation dans cette zone qui est assez extraordinaire et depuis qu'on est aux Fidji, on trouve ça assez magique. Et donc on va bientôt en Nouvelle-Zélande, on traverse la Nouvelle-Zélande dans un mois. Et en Nouvelle-Zélande, on passera l'été là-bas parce qu'on doit sortir de la zone cyclonique. En fait, ici, on est en zone cyclonique, donc il peut y avoir des très graves cyclones. L'île où on est actuellement a été Complètement dévasté. intégralement dévastée en 2016 et il restait plus rien. Et donc c'est vrai que nous, on va sortir de là en novembre et aller en Nouvelle-Zélande où on va passer l'été en Nouvelle-Zélande. Et voilà, donc on va profiter d'une année supplémentaire dans cette zone et ensuite on reprendra le chemin de l'Europe en 2024 pour arriver en 2025. On croise plein de bateaux qui s'éternisent sur un endroit, qui s'installent en Polynésie française ou ici, ils restent des années, des années, des années. Je comprends, mais en même temps, nous, c'est le voyage qui nous attire aussi dans les projets. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un certain temps, on a une démangeaison en fait. Oui, de repartir. Oui, c'est vraiment ça. Au bout d'un certain temps, il faut reprendre le chemin. Et on voit des gens qui passent 6 ans, 12 ans en Polynésie française et on respecte tout à fait. Chacun Ces choix. a son choix et son plaisir. Mais c'est pas notre choix à nous. Notre choix à nous, c'est vraiment le voyage, c'est d'avancer, c'est de faire de nouvelles rencontres. C'est peut-être aussi de se mettre un peu en danger parce que quand on est dans un endroit qu'on connaît bien, ben, on rentre dans une sorte de zone de confort. On a à la fois en termes de voile et en termes de rencontres, puisqu'on recrée une sorte d'univers connu. Nous, en fait, on aime, c'est ce qu'on aimait aussi dans les activités sportives qu'on fait, on aime repousser un peu la zone de confort et c'est ça qui nous fait vibrer en fait. Et donc le voyage, c'est aussi repousser sa zone de confort. On arrive dans des
des endroits où on ne connaît pas, où on ne parle pas la langue. Et donc, il faut pousser la porte, il faut s'ouvrir, il faut rencontrer les gens, il faut se débrouiller avec les autorités. C'est parfois compliqué. Et voilà, Mais il y a une certaine paresse qui s'installe après. Et parce que c'est, comme dit Jaco, c'est confortable. Une fois que tu connais les gens, tu sais où est-ce que tu vas chercher ce dont tu as besoin. C'est très confortable de rester, mais il faut y aller, il faut continuer. On est des nomades, on n'appartient pas, il faut continuer. Et bon, c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont très très beaux, mais non, il faut y aller. Ben, moi, j'aimerais beaucoup, là, parce qu'on va arriver bientôt à la fin de notre échange, peut-être que vous nous disiez un petit peu ce que ça vous a appris sur vous-même, le voyage en bateau. J'ai appris sur moi-même qu'il faut savoir en fait se dominer sur un bateau. C'est pas toujours facile, mais que je veux dire par là, c'est que quand on est à terre et que tout à coup il y a des tensions, et il y a forcément des tensions dans la vie, c'est pas comme si tu vois, tout se passe toujours bien. C'est pas facile en fait sur un bateau parce que quand tu es en traversée, je veux dire, si tu commences à te mettre sur la figure avec ton équipage ou avec, avec ton partenaire, c'est compliqué quoi. Le bateau c'est relativement petit et donc il faut apprendre à prendre sur soi, c'est pas toujours facile. Et il faut apprendre aller vers l'autre dans ces moments-là. C'est pas simple en fait. Et de ce point de vue-là, le bateau est une bonne école pour moi en fait, d'essayer De prendre sur toi. ouais, de maîtriser éventuellement tout à coup un excès d'humeur. Ça, c'est un bon apprentissage. Le bateau t'oblige à mieux te connaître et à faire plus attention éventuellement à ce qui chez toi peuvent être des excès. J'allais dire presque la même chose. Je me suis rendu compte que finalement j'aime ça, j'aime les défis, j'aime l'aventure, partir, recommencer éternellement. Voilà, je l'accepte. C'est un peu capricieux, mais je l'accepte. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Ça m'a fait super plaisir d'en apprendre plus sur vous, sur votre manière de voir le voyage, de découvrir plus sur votre voyage en bateau. Merci à toi. Merci à toi, Adèle, parce que quand tu partages les choses, hein, c'est une manière de le revivre. Alors, c'est un bonheur pour nous de parler. On a la banane. Depuis 1 heure qu'on parle avec toi, on a la banane, on rigole. C'est très génial. sympa de repenser à tout ça. Et merci, tu nous as donné une belle opportunité. Et ben, j'aimerais beaucoup vous donner une dernière opportunité, celle de conclure cet épisode en encourageant des personnes qui pensent peut-être faire un voyage en bateau, qui en rêvent mais qui n'osent pas franchir le cap de cette aventure. Donc j'aimerais beaucoup vous laisser le mot de la fin pour les encourager. Oui, j'ai un petit mot, surtout pour les femmes, qui en général ont tendance à suivre le mari dans ses projets. Moi, je les encourage à prendre elles-mêmes aussi les rênes de leur bateau, de leur projet, d'apprendre, de ne pas laisser cette place complète à l'autre pour apprécier, pour s'amuser, pour vivre les choses, l'expérience bateau d'une manière vraiment intense. Il faut comprendre, il faut gérer les voiles, il faut faire l'écart. Il faut connaître son bateau et je pousse les femmes à sortir de parfois leur rôle un peu... Support. oui, oui, de ne pas être celle qui suit le mari qui a eu l'idée, qui est à la barre en permanence. Vas-y, mets-toi à la barre, comprends ce qui se passe, gère tes voiles, va à l'école, va au Glénan, qui sont super top, et approprie-toi du projet. Oui, je pense que Sylvina dit ça parce qu'on voit beaucoup de gens sur l'eau et très souvent c'est l'aventure de monsieur en fait et madame a la gentillesse de bien vouloir accompagner monsieur. Parfois d'ailleurs on voit beaucoup de marins qui s'arrêtent avant Panama parce qu'en fait on appelle ça le syndrome de la grand-mère dans la communauté de la voile. Les grand-mères veulent rentrer parce qu'elles voient les petits-enfants et donc d'un coup le voyage se termine parce qu'elles ne veulent pas rester éloignées. Donc la grande différence, ça, c'est ce qu'on avait nous, c'est que nous, on a démarré tout ensemble en fait. Et Sylvina avait la même envie que moi d'être au Glénan, d'apprendre et de faire les choses. Et donc ça, c'est important. Pour donner envie, pour répondre plus précisément à ta question, je dirais que c'est accessible en fait. La marine, il y a 30 ou 40 ans, c'était difficilement accessible. On n'avait pas les aides électroniques qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas les prévisions météo quasi certaines à 2-3 jours et assez sûres à 5 jours. Il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas à l'époque et ça demandait vraiment une compétence et on prenait des risques vraiment très élevés à se mettre sur l'eau. Aujourd'hui, c'est une aventure qui est accessible. La preuve, nous, il y a 4 ans, on était au Glénan et aujourd'hui, on est au Fidji
Fidji, hein. Donc c'est possible et on n'est pas absolument pas des surhommes ni des surfemmes. On est des gens normaux et on a appris comme tout le monde et on est confronté à des difficultés et on fait des bêtises absolument comme tout le monde. Donc je crois que c'est vraiment une aventure qui est possible. Ça demande un peu de préparation. C'est une aventure qui est, je dirais pas qu'elle est accessible financièrement à toutes les bourses, mais elle est assez accessible financièrement parce que la vie sur un bateau ne coûte pas très cher en fait. On fabrique notre électricité, on fabrique notre eau et finalement ça ne coûte pas si cher. On avance à la voile la plupart du temps, donc on consomme un peu de gasoil mais pas non plus énormément. C'est une vie qui est assez économique si on fait attention, donc c'est accessible, c'est possible, mais ça demande effectivement que les couples qui s'y engagent ou les familles qui s'y engagent, on voit pas mal de familles avec des jeunes enfants, ben, il y a un véritable équilibre dans le couple et un équilibre pour avancer parce que ça peut pas être l'aventure de l'un. Un bateau, si c'est l'aventure de l'un, alors à ce moment-là, c'est voué à un moment donné à l'échec en fait. Si c'est l'aventure commune, vraiment un désir commun d'un couple ou d'une famille, alors c'est formidable et on peut que le recommander parce qu'on voit vraiment des gens sur les bateaux qui sont heureux, quoi. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit mot de la fin. Et ben, je vous dis à très bientôt. Oui, à très bientôt Adèle, merci. Merci beaucoup, Adèle. À très, très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.